Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir ensemble la bibliographie du cours théorie de la culture populaire, la bibliographie principale. Alors, vous l'avez dans le plan du cours, la version la version actualisée est dans le blog du cours que vous trouvez donc sur cultupopblogspot.com. Et là, vous avez vraiment la version actualisée de la bibliographie. Euh, donc, nous allons ensemble voir un petit peu comment vous orienter dans cette bibliographie. Alors, il n'y a aucune lecture réellement obligatoire par rapport à la bibliographie. C'est vraiment des outils qui vont vous aider pour vous orienter dans la rédaction une fois que vous aurez choisi sur quel aspect de la culture populaire vous avez envie de travailler. Cette bibliographie, elle est complétée par les capsules vidéo, évidemment, mais aussi par les différents liens que vous avez dans le blog du cours à euh, des vidéos, à des articles en ligne ponctuellement sur chaque sujet que nous allons traiter ensemble. Et puis, par ailleurs, une fois que vous aurez choisi votre sujet, vous aurez une partie de recherche à faire pour ce qui est plus spécifique du sujet que vous avez choisi. Donc, c'est un peu une progression. Là, vous avez des œuvres, des ouvrages généraux, théoriques, donc quelques grands classiques. Certains qui sont un peu des incontournables. Alors évidemment, je sais que vous avez plusieurs autres cours et que vous n'allez pas vous pitcher sur toute la bibliographie que je vous propose. Et par ailleurs, dans le contexte un peu particulier où l'on se trouve, il y a aussi des problèmes de disponibilité des bibliothèques et autres. Bon. Donc, tout ça est un peu une progression. Vous avez ces grands thèmes, ces grands ouvrages théoriques que je vous propose. Vous avez les articles sur chaque aspect de ce que l'on va voir ensemble dans le cours. Et vous avez enfin les articles ou les ouvrages que vous allez choisir, vous, personnellement, en fonction du sujet que vous avez traité. Donc, je ne vais pas aller fastidieusement un par un dans la bibliographie. Il y a un petit système pour vous donner une idée entre les ouvrages, disons la priorité ou la pertinence relative des uns par rapport aux autres, c'est les astérisques. Alors, quand vous voyez deux astérisques, c'est que c'est un incontournable ou bien c'est un manuel particulièrement bien adapté pour ce cours-ci. Un astérisque, c'est une œuvre très importante et qui aide beaucoup aussi pour le cours. Et puis, sans astérisque, ça ne veut pas dire que c'est sans intérêt, ça veut juste dire que c'est plutôt des ouvrages qui complètent des informations par rapport aux autres. Bien. Alors, le premier ouvrage véritablement d'importance, en titre d'importance, c'est vraiment le Story, le manuel anglo-saxon par excellence de des études sur la culture populaire. Alors, c'est véritablement donc un manuel, c'est celui qui est le plus adapté
à ce cours sur la culture populaire et c'est extrêmement bien synthétisé, à peu près tous les grands aspects de la théorie de la culture populaire y sont expliqués. Il y a quelques petites différences, bien évidemment, avec ce que nous allons voir dans le cours quant à nous, mais il y a aussi des choses qui se complètent justement, des choses que je vais pas, sur lesquelles je n'insisterai pas nécessairement dans le cours et qui se retrouvent dans Story. Alors bon, évidemment, c'est pour si vous êtes à l'aise en anglais. Alors le problème, c'est que effectivement, il n'y a pas en langue française d'équivalent. Il n'y a pas un manuel en français qui soit l'équivalent de ce livre-là. Et ça va être un peu un des problèmes qu'on va trouver à ce sujet, c'est que la culture populaire est pour l'instant beaucoup plus légitimée dans le monde états-unien et anglo-saxon. Il y a plusieurs raisons pour cela. Nous les évoquerons dans le cours d'ailleurs. Il y a eu une grande réticence dans le monde francophone académique, et ce qui explique que nous n'avons pas encore véritablement la pléthore de manuels que les anglo-saxons ont. Alors, le livre de Storey vient avec un compagnon, un livre qui est toujours selon un modèle de manuel typiquement anglo-saxon. C'est le Cultural Theory and Popular Culture, a Reader. Donc, la notion de reader, c'est vraiment des anthologies et vous trouvez un peu tout ce qui complète les textes originaux des théoriciens que Storey, par ailleurs, dans son introduction, synthétise. Donc, entre ces deux ouvrages-là, vous avez vraiment la base solide pour la compréhension de tout ce dont il va être question. Alors, les anglo-saxons ont aussi donc d'autres manuels. Je vous en ai indiqué quelques-uns. Dans une certaine mesure, il y a des spécificités de chacun d'entre eux. Je vous ai cité le Danesi Popular Culture Introductory Perspectives. Alors, c'est beaucoup plus, c'est à la fois plus panoramique, mais aussi beaucoup moins détaillé. C'est plus vraiment une sorte de catalogue de perspectives autour de la culture populaire. Ce n'est pas inintéressant, mais c'est moins étoffé, disons. Inversement, on a quelque chose de beaucoup plus concrètement axé sur la culture populaire aux États-Unis avec John Brandt et Callie Clark, An Introduction to Popular Culture in the US. Donc, de Jen Brandt et Callie Clark, qui est sorti récemment. Il y a beaucoup de ces livres, d'ailleurs, sont soit des rééditions très, très récentes. Et d'ailleurs, le livre de Storey
il réapparaît régulièrement avec des nouvelles éditions. C'est selon le principe des manuels anglo-saxons. Et d'ailleurs, il y aura une toute nouvelle édition, mais qui paraîtra le semestre prochain, donc trop tard pour cette session. Mais vous avez la version la plus en date de Storage, c'est 2018. Donc, dans les 3 dernières années, il y a eu plusieurs livres comme celui de Brandt et Clare, donc plus centrés spécifiquement sur la question de la culture pop. Et puis, plus détaillé, donc vraiment, c'est plus un pavé. C'est A Companion to Popular Culture, édité par Gary Burns. Vous avez ici la description donc par l'éditeur chez l'éditeur Willy Blackwell. Donc, c'est une série d'articles synthétiques extrêmement bien faits qui traitent de toutes les grandes questions de la culture populaire. Alors, si vous voulez, dans une progression absolument idéale, vous liriez l'introduction de Storey, ensuite, en regardant son anthologie, pour appuyer un peu par la lecture des textes d'origine. Alors, pas tous, vous n'êtes pas obligé de lire toute l'anthologie de Storey, mais en fonction des choses qui, justement, sont plus importantes pour votre travail, l'angle que vous avez, qui vous semble le plus pertinent. Et puis, ensuite, vous pourriez compléter en regardant du côté des articles qui vous intéressent à l'intérieur du Companion to Popular Culture. Alors, vous voyez que ici, c'est très varié. Vous avez un chapitre sur les sports, un sur les cirques, le carnaval, l'humour, le tourisme, la consommation et la publicité, la mode, la religion populaire, la culture populaire des enfants, la question du sexe et de la violence, la globalisation, les culture wars, le culture jamming, les genres de la musique populaire, l'ethnographie, le folklore, etc. Donc, voilà, ça, ce serait vraiment une formation solide. Bien. Vous avez aussi dans la bibliographie quelques autres manuels comme Zeman, Popular Culture User's Guide. Alors là aussi, vous avez un peu la description. Ce qui est intéressant, c'est de savoir s'orienter dans ces livres-là en regardant les index, en regardant les tables des matières et en fouillant justement qu'est-ce qui peut vous intéresser. Le livre le User's Guide, il y a des choses très intéressantes. Ça mélange beaucoup des études de cas très précises, par exemple le café, toute la culture pop autour de café, Tim Hortons, Starbucks, etc., mais aussi en relation avec l'histoire de l'économie du café, etc. Bon, tout ça très synthétique parce que ce n'est pas un livre qui est consacré juste à ça, mais vous voyez qu'il y a une étude de cas comme ça pour expliquer comment fonctionne l'industrie, la diffusion, les valeurs que l'on applique dans la vie quotidienne à quelque chose comme le café. Après, elle fait tout un truc sur le football, les sports populaires, etc., etc. Donc bon, je dirais, c'est plus difficile de s'y retrouver. C'est très foisonnant. Il y a beaucoup de choses qui sont évoquées. Ça peut donc aussi être utile en fonction de, comme je le disais, le sujet qui va vous intéresser. Donc voilà, il y a quelques autres manuels que vous retrouverez dans la liste, mais le sens par priorité, c'est celui que je viens d'évoquer. Ensuite, du côté des ouvrages théoriques qui ne sont pas des manuels, donc qui sont vraiment des œuvres
importantes qui ont marqué l'histoire, les théories de la culture populaire, donc des sources premières, si l'on veut. Il y a une petite série de textes qui sont quand même canoniques et qui, là pour le coup, se trouvent en traduction en français et qui sont très importants. Donc c'est une autre approche, ce n'est pas le manuel scolaire, c'est vraiment les textes de réflexion comme tels. Alors le premier, sur ordre alphabétique, c'est Adorno, l'industrie culturelle, que vous pouvez compléter par le chapitre qui est consacré à cette question dans la dialectique de la raison. Mais donc l'industrie culturelle, c'est un article qui se trouve en ligne. Vous trouverez, je vais faire une capsule autour de cette question et vous trouverez le lien aussi en ligne à la conférence radiophonique donnée par Adorno lui-même que vous pouvez écouter. Donc, vous pouvez écouter l'auteur tout en lisant le texte qui a été lui aussi publié. C'est une des théories les plus connues autour de la question de la culture populaire et qui résume une vision de la domination, l'aliénation, telle que l'entendaient Adorno et Horkheimer et l'école de Francfort. Parmi les ouvrages aussi vraiment majeurs et que je mettrai comme dans la liste de priorités immédiate serait le Mythologie de Roland Barthes, qui a le mérite d'être à la fois extrêmement agréable, voire drôle à lire, et qui est un des grands textes de l'école française de la sémiotique, avec donc des études très incisives qui paraissaient dans les journaux au fur et à mesure des observations que faisait Barthes sur la vie quotidienne, la vie, les masses médias et la culture populaire de son époque. Alors, vous avez de tout. Vous avez une analyse sur les premiers récits d'abduction extraterrestre, une analyse des publicités de pâtes alimentaires, une analyse du lancement d'une nouvelle voiture, la Citroën DS, une analyse du monde de la lutte, du monde du striptease, une analyse des photos d'écrivains, plein d'aspects qui frappaient Barthes pendant ce moment de grande transformation de la culture populaire en France sous l'influence de la société de consommation. Et ces petits textes sont suivis d'une réflexion théorique d'ensemble sur la question de la mythologie. Donc, on passe de l'étude du plus concret à une théorie plus générale sur la société de consommation comme productrice de mythologie. Un autre texte du courant des années 60 majeur, c'est La société de consommation de Jean Baudrillard, où il y a justement aussi des analyses, une analyse d'ensemble de la société de consommation, mais avec aussi des analyses très pointues de certains mythes, l'accident de voiture par exemple, et de choses comme ça. Et toujours autour de l'école française, celui qui a créé avec Barthes la revue Communication, qui est une revue extrêmement importante, dont vous trouvez d'ailleurs tous les articles en ligne depuis sa fondation dans les années 60. C'est le livre de Edgar Morin, excusez-moi, j'essaie de le retrouver, L'esprit du temps, donc, et c'est sur la culture de masse.
il a aussi vraiment quelque chose qui n'a pas pris une ride, malgré le fait que ça étudie évidemment des phénomènes de la société, des années 60 en France et ailleurs. Il y a une vision très globale déjà chez Morin, qui est par ailleurs devenu un des grands théoriciens euh, aussi des transformations majeures de la planète et qui avait vécu déjà aux États-Unis. Donc, vous avez une édition en poche. Ici, je vois que c'est donc c'est celle-ci, celle dans le livre de poche. Donc, l'esprit du temps, les mythologies de Barthes, qui se retrouve aussi en poche. Il y a une réédition magnifique, d'ailleurs, qui a été faite avec des photos de l'époque, etc. Elle est vraiment très, très belle. Mais sinon, vous la trouvez tout simplement, l'édition en poche, régulièrement facile à trouver en librairie ou en bibliothèque. Donc, Barthes, Morin, Baudrillard, La société de consommation, c'est un livre qui est aussi paru en poche et donc dans plusieurs éditions de poche. Et puis enfin, relié à cette mouvance, même s'il n'était pas, il est pas français, il était, comme vous le savez, italien, mais il a beaucoup contribué à la même revue Communication de Morin et de Barthes. Et il a un livre tout à fait fascinant, très facile d'accès aussi, de Superman au surhomme, qui analyse quantité d'aspects de la culture pop, allant de la bande dessinée Superman jusqu'à la littérature James Bond, littérature parce qu'en fait, il s'intéresse vraiment aux romans de Ian Fleming et non pas aux films qui en ont été plus ou moins tirés par la suite, mais aussi l'histoire du roman feuilleton, Alexandre Dumas, le Comte de Monte-Cristo, jusqu'à la télévision, les jeux télé, Colombo, etc. Donc là, vraiment, ces 4 auteurs sont vraiment un peu des introductions extrêmement intéressantes et très faciles à comprendre, mais très incisives. Et ça forme aussi un tout qu'il est vraiment très intéressant de lire. Bien, donc voilà un peu, disons, ce que je trouve comme les quelques incontournables et qu'il serait vraiment conseillé de, de, de lire. Et puis par la suite, dans la bibliographie, vous trouvez des œuvres, vous voyez, qui ont un astérisque, qui sont aussi très, très importantes, comme La crise de la culture de Hannah Arendt, qui est un peu un complément intéressant pour la question des industries culturelles. C'est une autre vision qui a été aussi très, très importante. Elle se retrouve aussi en poche. C'est aussi facile d'accès. Et où c'est vraiment une critique de la transformation de la culture dans la société de consommation et dans notamment ce qu'elle dénonce comme la transformation de la culture en divertissement. Pour l'introduction, aussi un livre important, si vous vous intéressez, j'en parlerai dans une capsule, un livre important sur la question
du statut, la distinction par les statuts sociaux, la consommation comme signe distinctif par lequel on essaye d'afficher sa position dans le champ social. C'est le livre de Bourdieu, La distinction critique sociale du jugement. C'est un livre plus difficile d'accès, de sociologie pure et dure, mais les thèses de Bourdieu sont extrêmement importantes pour la bonne compréhension de qu'est-ce que le populaire et notamment l'opposition entre la haute culture, la culture bourgeoise, la culture scolaire, la culture populaire, même si on verra que Bourdieu était très critique envers la notion de culture populaire. Si vous vous intéressez plus à la littérature de genre, et donc vous voulez plus rester dans ce domaine-là, je vous conseille donc l'ouvrage de Boyer, qui est un petit manuel qui s'appelle Les paralittératures. Il y a une version plus ancienne, mais que je ne conseille pas parce qu'elle a vraiment vieilli. C'est Les paralittératures, donc, que vous pouvez trouver chez Armand Collin et qui sont une édition plus récente et qui est une très bonne introduction, très didactique, un petit ouvrage très, très bien fait. Et puis, plus costaud, mais vraiment très, très, très important, c'est l'introduction à la paralittérature de Daniel Cueñas, où il y a vraiment une analyse très fine de qu'est-ce qui définit la littérature de genre. Alors évidemment, c'est un terme qu'on n'utilise plus nécessairement maintenant, paralittérature, on lui préfère peut-être au pluriel les littératures de genre, mais en tout cas, ce que Cueñas analyse, c'est qu'est-ce qui finalement est distinctif de la littérature populaire par opposition et de façon différente à la littérature générale et sans tomber dans l'exceptionnalisme, etc. C'est plus vraiment l'idée de la construction, de comment le fait d'être dans un circuit qui est souvent marqué par les collections, bon marché, par la sérialité, etc., comment ça implique une façon différente d'écrire. Et dans cette même problématique, toujours en restant dans la question de la littérature populaire, je conseille aussi fortement un ouvrage beaucoup plus étendu, mais qui est vraiment une grande entreprise aussi, Fiction à la chaîne de Mathieu Letourneux. Donc, littérature sérielle et culture médiatique. Donc ça, vraiment, si vous voulez travailler sur des fictions qui sont soit des séries autour d'un même personnage, comme Maigret ou autres, soit qui sont des séries parce qu'elles sont sérialisées, comme les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas, soit parce que ce sont des séries de romans comme une trilogie, comme Hunger Games, etc. C'est vraiment le livre qui
qui étudie parfaitement cela. Et puis aussi, en général, c'est vraiment le livre qui étudie de façon très actuelle, parce que c'est un livre qui est paru tout récemment. C'est un livre qui étudie beaucoup l'inscription de la littérature sérielle dans la culture médiatique. Donc, le tourneux s'intéresse à tous les phénomènes d'adaptation, les transitions qui ont été faites de la littérature populaire vers le cinéma, les séries télé, etc., etc. Donc, c'est vraiment un livre majeur par rapport à tous ces aspects-là. Un autre livre qui est beaucoup plus ancien, mais qui est quand même très synthétique aussi et qui donne des visions encore très, très intéressantes, c'est tout simplement le roman populaire de notre ami Marc Angenol, donc un livre qui a été très important, étant un des premiers manuels justement consacré dans les années 70 à cette question. Vous avez aussi donc, je ne ferai pas toute la liste de tous les aspects, mais parmi ce que j'ai relevé aussi, vous avez une autre question qui est importante, c'est celle de excusez-moi, je suis en train de regarder. Bien, j'avais un problème sur la version de la bibliographie. Donc là, vous avez effectivement découpé par thème la bibliographie comme telle. Donc, les manuels sur la culture populaire que nous avons déjà évoqués un peu avec la liste des priorités par rapport à… Les autres sont des compléments aussi, évidemment, qu'il est important de signaler dans la bibliographie, mais je vous propose un peu un ordre de lecture. Et de même, donc, pour les grandes théories que nous avions évoquées, Adorno, Barthes, Baudrillard, Morin, Debord, la société du spectacle, donc, sur laquelle on fera aussi une capsule qui est très importante, cette théorisation très radicale par l'intellectuel que l'on connaît de l'international situationniste et sa vision de ce que les mass médias font comme aliénation ultime, avec aussi donc les commentaires sur la société du spectacle qu'il a rajoutés par la suite et qui sont tout aussi importants, les deux devant être lus en complément. Par rapport donc aux grands théoriciens français aussi, qui ont eu une grande influence sur la vision de la culture populaire. C'est Michel de Certeau, donc L'invention du quotidien, art de faire, un livre aussi qui a été énormément influent sur l'histoire des cultural studies anglo-saxonnes. Et puis, si vous voulez avoir une vision un peu plus générale de ces auteurs-là, alors pas juste pour ce cours-ci, mais étant donné que c'est des auteurs que vous retrouvez un peu dans tous vos cours, donc que ce soit Barthes, Bourdieu, Certeau, Foucault, etc., que vous allez trouver dans d'autres cours. Il y a deux livres vraiment qui sont très intéressants pour les situer historiquement. C'est L'histoire du structuralisme en 2 volumes de François Doss et la French Theory de François Cusset. Alors là, c'est donc vraiment des compléments si vous êtes en train de travailler sur ces auteurs
de la pensée, soit structuraliste, soit post-structuraliste, et que vous voulez avoir une vision plus précise de leur interaction et de où ils se situent. Alors, c'est pas, là encore, ce n'est pas quelque chose que je vous inviterai à, pour ce cours-ci, à lire dans son intégralité, mais c'est intéressant d'aller voir avec la table des matières, l'index. Si vous avez choisi de travailler sur un de ces auteurs-là, ben, c'est intéressant d'aller voir ce que QC et DOS ont à dire sur la question. Les deux se retrouvent assez facilement en poche. Bien. Plus globalement, du côté anglo-saxon, ce type de panorama se retrouve aussi chez Ross, No Respect, Intellectuals and Popular Culture. C'était un bon panorama sur l'attitude des anglo-saxons. Et puis beaucoup plus pointu, c'est le livre de Horowitz, Consuming Pleasures, Intellectuals and Popular Culture in the Post-War World, vraiment une analyse très intéressante sur l'impact, entre autres, de la culture de l'école de Francfort quand elle part en exil et qu'elle crée le Institute of Social Research à New York et ses interactions avec les autres penseurs anglo-saxons. Bien. Alors, pour la grande question des Cultural Studies, le livre vraiment en français qui est incontournable, c'est Le Matelard et Neveu, donc l'introduction aux Cultural Studies, tout simplement, que vous trouvez. Donc, c'est un petit livre en poche, très synthétique, qui connaît aussi plusieurs rééditions et qui donne vraiment une vision vraiment très claire. Donc, ça, c'est vraiment la lecture prioritaire qui s'impose. Et puis, en anglais, il existe des vastes anthologies, donc comme celle de Ryan, qui accompagne son Practical Introduction, donc Cultural Studies, a Practical Introduction et Cultural Studies, an Anthology de Ryan, mais peut-être en anglais, le plus synthétique, c'est celui de Lewis. Donc, si vous voulez vous plonger dans l'étude des Cultural Studies et donc qui sont encore largement peu traduites, je commencerai par le Matelard et Neveu, donc, et peut-être complété par le Lewis de Cultural Studies. Puis, si vous voulez voir un livre des pionniers des Cultural Studies qui a vraiment eu une grande importance pour la réflexion sur la culture populaire, c'est le Richard Hogarth, La culture du pauvre, qui est très mal traduit. En anglais, c'est The Uses of Literacy. Alors, le livre de Hogarth a vraiment le mérite d'être une auto-ethnographie. Hogarth correspond à la première génération de fils d'ouvriers qui devient enseignant et il a fait une analyse qui n'est plus du tout donc de l'extérieur comme c'était le cas jusqu'à là de la part des élites qui discutaient, théorisaient la culture populaire. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est né dans les quartiers ouvriers de la Grande Dépression, la suite de la Grande Dépression en Angleterre, et qui évoque de l'intérieur cette culture-là. Alors, la grande nouveauté, puis ce sera un des traits distinctifs des Cultural Studies britanniques, c'est justement qu'il a une vision très de ce que les classes populaires font de la culture de masse. C'est-à-dire que contrairement à toutes les théories qui Adorno et
ou Debord même sur l'aliénation par la culture de masse. Chez Hogarth, c'est plus l'idée que pourquoi les ouvriers lisent de la littérature d'espionnage ou des photoromans, des choses comme ça, et comment le lisent-ils et comment ils ne sont pas dupes des industries qui les produisent et ils en font quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a eu ce changement du regard que l'on associe au Cultural Studies a été très marqué par ce livre-là. Et c'est un de ceux qui sont vraiment les plus facilement accessibles en français. Il y a d'autre part le livre de Raymond Williams, l'autre grand pionnier, Keywords, A Vocabulary of Culture and Society, mais qui est vraiment un dictionnaire. Donc, c'est plutôt si vous voulez aller chercher quelques termes importants. Plusieurs de ces définitions, d'ailleurs, se retrouvent en ligne, notamment le célèbre article sur le mot culture et l'évolution du mot culture. Alors, parmi la vaste école des Cultural Studies, une de leurs spécialités a été l'étude des sous-cultures. Notamment, le grand livre qui a été enfin traduit très tardivement en français, reste le livre de Dick Hebdige, donc Sous-culture, le sens du style, qui est une analyse, ou qui c'est un des premiers de l'école de Birmingham à s'emparer des études de Roland Barthes, de Morin, de la sémiologie, et il l'applique à la culture juvénile, la youth culture, les subcultures juvéniles anglaises. Depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à sa propre époque. Il écrit en pleine période punk, comme le signale à la fois la couverture française, mais surtout la couverture en poche historique très, très cool anglaise. Donc, même l'évolution du post-punk, le glam, etc. Donc, il analyse vraiment d'une façon sémiotique le style, le sens du style, de ces ruptures du style des jeunes punk, skin, mods, rockers, etc. anglais. Et donc, c'est un livre qui a vraiment beaucoup influencé toutes les études par la suite de la question. Parmi les pionniers de cette question-là, qui ne venaient pas des cultural studies, mais qui étaient accueillis, repris par les gens des cultural studies, c'est le livre de Becker, Outsiders, qui était plutôt proche de la sociologie de la déviance et qui est une des premières analyses et qui a enfin aussi été traduite en français. Et qui était une des premières études sur les dropouts, les marginaux, autour de la culture des premiers hipsters, donc ceux qui allaient dans les caves de jazz alors qu'on était encore dans une sorte de plusieurs États, il y avait une certaine ségrégation. Et la culture sociologique, d'où sont issus les beats de la Beat Generation, etc. C'est vraiment Becker le premier qui s'y est intéressé et c'est un document à la fois exceptionnel et une réflexion aussi sur la sociologie des sous-cultures. Donc, le livre de Gelder, The Subculture Reader, est plus une anthologie avec plusieurs de ces thématiques. Un livre intéressant aussi, si ces questions vous intéressent, c'est le livre de Leland, Hip the History, qui fait vraiment l'histoire de la notion de hip, celle qui va définir justement les hipsters, mais qui commence bien avant, comme le signale la très belle couverture
avec toutes ces figures, Patti Smith, Warhol, Dylan, Burroughs et, et, et autres. Et donc, livre aussi très intéressant, le Rétromanien de Reynolds, comment la culture pop recycle son passé pour inventer son futur. Là, c'est vraiment beaucoup plus une étude sur la culture pop extrêmement contemporaine, ce qui a marqué, ce qui a frappé Reynolds, donc qui avait aussi été traduit en français, ce qui a frappé Reynolds, c'est comment, à partir des années 2000, la culture pop s'est mise à vraiment regarder son propre passé, tous les bands du type The Killers, etc., étaient en train de revenir à des sons antérieurs, mais aussi évidemment depuis toute cette grande vague qu'on a vue dans Stranger Things et dans plusieurs autres séries télé et films. Donc cette obsession rétromane qui est un cycle paradoxal. La couverture anglo-saxonne est aussi très parlante et très intéressante, plus que les lunettes fumées d'édition française, où là, vous avez vraiment cette sorte de composite contemporain avec toutes les époques auxquelles le costume renvoie. Et donc, ça montre bien comment on est un petit peu, les sous-cultures sont désormais prises dans cette boucle-là. Bien, j'avais évoqué tantôt aussi donc la question de la littérature populaire. Je vous avais donné un peu les grands axes. Si vous vous intéressez plus à l'aspect historique de la culture populaire, il y a ici quelques ouvrages. Alors, j'ai pas mis d'astérix parce que vraiment, c'est vraiment un complément. Ce n'est pas tant euh, les grandes théories sur la culture populaire telles qu'on va le voir, mais c'est très important ce volet-là des historiens de la culture populaire, comme Norbert Elias pour la civilisation des mœurs, qui étudie comment on a passé de une culture commune à une culture de plus en plus qui se sépare de la culture commune, avec, par exemple, le fait que les aristocrates euh, commencent euh, à adopter des modes de plus en plus euh, éloignés des modes populaires pour manger. Donc, avant, donc à l'époque médiévale, tout le monde mangeait avec ses mains, etc. Là, à partir de ce moment-là, on introduit la fourchette, on introduit même quantité de variétés de fourchettes, cuillères euh, pour différents mets, des manières de table qui commencent à s'imposer pour distinguer les gens de l'élite du commun et comment on commence à stigmatiser, ostraciser les comportements qui jusque-là étaient largement partagés entre les nobles et les roturiers et que tout à coup, il y a vraiment des signes distinctifs, l'utilisation du mouchoir, par exemple, pour se moucher, l'utilisation des cabinets privés pour la toilette, tout ça. Donc, c'est vraiment un livre passionnant qui montre bien comment des distinctions ont pu se faire historiquement, concrètement, entre la culture des élites et la culture populaire qui, tout à coup, était de plus en plus renvoyée à une sorte de vulgarité, voire d'animalité. Euh, Parmi les bonnes introductions à l'histoire de la culture populaire, il y a le livre de Muchem Bled, La culture populaire et la culture des élites, et il y a le petit livre aussi de Poirier sur les enjeux de l'histoire culturelle. Mais bon, ça c'est vraiment si vous avez un intérêt plus proche de l'histoire et que vous voulez vous intéresser à un aspect historique de la culture populaire. Par exemple, les contes de Perrault, le livre de Soriano,
qui est vraiment un incontournable si vous voulez aussi, par exemple, travailler sur l'évolution plus contemporaine des contes chez Disney ou autres. Bah, il est important, si c'est un conte qui a été repris par Perrault, il est important d'aller voir le livre de Soriano. Alors, il se divise en deux parties. Il y a une première partie qui est vraiment consacrée à l'étude des contes repris par Perrault, puis d'où ils viennent, leur origine, les variantes, etc. Et puis il y a une deuxième partie qui est plus consacrée à Perrault en tant que tel, son inscription dans le champ culturel et littéraire de son époque. Mais voilà, un livre majeur. Un autre livre majeur sur l'histoire de la culture populaire, c'est le livre de Bakhtin, qui, à travers la figure de François Rabelais, s'intéresse en réalité à toute la culture populaire de son époque, au Moyen Âge et à la Renaissance, avec notamment cette notion qui est très importante pour la suite, qui est la notion du carnavalesque. Comment la culture populaire, elle prend le contre-pied de la culture de l'Église et qui essaye donc de l'encadrer en grande partie de la canaliser, voire de l'aliéner, et comment, à travers le carnaval, la culture populaire se moque de tous les dogmes et aussi revendique une corporéité qui est celle de ce que Bakhtin appelle le bas corporel, donc avec toute une exaltation des fonctions naturelles, de la sexualité, mais aussi de la scatologie, etc. Donc c'est très important pour toute l'histoire du carnavalesque, qui au fond est une sensibilité qui continue jusqu'à nos jours, qui remonte à Aristophane dans l'Antiquité et qui arrive jusqu'à nos jours dans des œuvres telles que Family Guy, South Park, etc. Enfin toutes les œuvres où il y a ce type d'humour, d'inversion totale des valeurs et de dominante, et avec une grande emphase sur les fonctions naturelles du corps. Le livre de Ginsburg, Le fromage et les vers, l'univers d'un meunier friolant du XVIe siècle, est un très bel exemple de ce qu'a fait l'histoire. Ginsburg appelle ça la micro-histoire, mais au fond, ça s'englobe plus dans un mouvement plus global qui est celui des historiens de la culture populaire, les historiens des mentalités, et où il a exhumé, à partir d'un procès de l'Inquisition, il a exhumé les déclarations donc d'un meunier qui fait une comparaison entre l'univers de son époque et un fromage en putréfaction. Donc quelque chose d'assez particulier. Tout à coup, on voit apparaître comme ça à travers les siècles cette figure qui aurait été totalement ignorée d'un meunier qui avait un moulin donc et qui nous restitue l'univers mental de quelqu'un qui fait partie du peuple et dont on n'aurait jamais rien su si ça n'avait été que l'Inquisition lui avait fait un procès. Donc vraiment un livre qui a eu aussi une grande influence sur l'histoire sur les historiens de la culture populaire. Et puis, si vous vous intéressez plutôt, si vous voulez plutôt avoir des panoramas sur l'histoire de la pop culture, donc pas la théorie comme telle, mais juste pour vous trouver des repères dans l'histoire de la culture populaire. Il y a deux petits ouvrages en français qui se complètent assez d'ailleurs. C'est celui de Artus Popcorner, Grande histoire de la pop culture. Alors là, comme je dis, c'est vraiment des livres plutôt d'information. Euh, Excusez-moi, donc Artus. Euh, c'est plutôt des livres d'information où ils vous font
Donc, l'évolution de grandes icônes, de grands moments de la pop culture. Alors, Artus, c'est de 1920 à 2020, et vous avez aussi le petit livre de Tommaso, Univers Pop, petite histoire de la culture jetable, qui est aussi qui est moins détaillé et qui englobe moins d'éléments, mais qui est aussi un bon panorama. Et en anglais, vous avez quelque chose de beaucoup plus dense, qui est le livre de Betts et Bly, A History of Popular Culture, et qui est donc vraiment une somme sur la question. Donc là, vraiment, si vous voulez plonger dans l'histoire de la culture populaire, c'est vraiment une somme. Bien, dans les théories donc qui vont de la postmodernité jusqu'à la convergence, des théories plus récentes sur la culture populaire plus récente, vous avez le livre de McRobbie, Postmodernism and Popular Culture, qui est sur la question donc du postmoderne. Et vous avez quelques livres qui sont intéressants sur notamment la culture mainstream, donc l'enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde. Alors ça, c'est vraiment un livre qui est très intéressant, une lecture vraiment intéressante je dirais, pour tout le monde, vraiment. C'est sur l'époque, sur la culture de notre époque. C'est du grand journalisme parce que ça se présente comme une grande enquête journalistique sur alors, il y a des entretiens avec les gens de Disney, de Pixar, avec des compagnies de disques, avec des gens de Bollywood, avec un peu tout ça. Mais c'est aussi, Martel a quand même une très grande connaissance attestée notamment par les notes en bas de page, une très grande connaissance des grands débats intellectuels autour de la culture populaire. Donc, c'est vraiment un livre très intéressant, surtout si vous voulez travailler sur des aspects de la culture mainstream contemporaine. Un livre aussi très intéressant sur le contemporain, c'est le livre de Richard Memento, Pop Culture, réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités. Et donc, notamment à travers Star Wars, à travers Céline Dion, à travers plusieurs figures, il s'analyse justement à l'interaction entre les industries, les identités qui se créent. Ça touche aussi à la question des fans, etc. Le livre du grand théoricien des fans, justement, qui introduit la notion de culture de la convergence pour désigner ce qui est en train de se passer maintenant avec les transmédias et les créations à travers plusieurs médias transmédiatiques. Donc, et cette idée de l'influence d'Internet, les transformations qu'a introduit Internet sur la culture populaire, c'est vraiment un livre très intéressant. Alors, pour aussi l'éclatement de la culture contemporaine, qui est beaucoup moins divisée en grandes barrières comme la haute culture et la culture populaire, et le fait que de plus en plus des gens peuvent être à la fois fans de Metallica et de Beethoven, et aimer Marguerite Duras et aimer les Simpsons, c'est un livre de sociologie. Alors, c'est une brique, c'est là, je ne vous inviterai pas à
à vous plonger de façon exhaustive, mais c'est vraiment intéressant de regarder. Donc, il y a beaucoup d'entretiens avec différentes personnes pour montrer un peu cette diversité dans laquelle on est. Mais je vous invite vraiment à lire l'introduction, la conclusion et la théorie que l'AIR tire de cette grande transformation où on est vraiment passé à des cultures très idiosyncratiques, très individualisées, qui ne correspondent plus tout à fait euh, aux barrières antérieures. Et dans cette catégorie, on a aussi des, des livres intéressants comme le Media Culture de Kellner, qui est vraiment, si vous vous intéressez aux médias comme tel, c'est vraiment un livre très bien fait autour de la culture médiatique. Il y a un livre aussi très intéressant de Schusterman, L'art à l'état vif, la pensée pragmatiste et l'esthétique populaire, qui a notamment toute une partie consacrée aux critiques qui ont été faites de la culture populaire et sa façon d'y répondre, qui est très très fine à chaque fois, très intelligente. Et aussi toute une partie sur le rap. Schusterman a beaucoup écrit sur le rap et le hip-hop. Et il y a une partie très intéressante sur les esthétiques du rap, et, etc. Un livre vraiment très intéressant aussi, si vous aimez notamment les Simpsons, mais qui est un livre qui montre bien un peu justement ce stade très postmoderne dans lequel on est, dans lequel le brouillage entre les catégories de la haute culture et, euh, et ce que en fait la, la, la culture pop. C'est donc Planète Simpson euh, qui est une bonne illustration de celui-ci, ou le livre de Twitchell sur le trash, le trashing of taste in America, donc ce qu'il appelle la culture carnavalesque, qui est aussi un aspect de notre culture contemporaine. Et puis enfin, la question du féminisme et du genre, il y a plusieurs introductions possibles, mais peut-être les deux les plus accessibles, c'est les deux de Trier-Bieniek, donc Feminism Theory and Pop Culture, et aussi son autre livre sur le gender and pop culture, a text reader. Donc, voilà. Alors, comme je disais, à toutes ces œuvres-là s'ajouteront au fur et à mesure des capsules vidéo, des compléments, soit des articles en ligne, soit d'autres vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube ou Dailymotion ou Vimeo, qui seront des compléments par rapport à différents aspects du cours. Donc, avec cela, j'espère que vous aurez une bonne façon de vous orienter pour votre choix de sujet et les textes qui peuvent vous aider le mieux à bien cerner et analyser votre sujet. Donc voilà, merci beaucoup. Au revoir.